Merci. Ok, donc je suis Christophe Maldivi. Je suis ravi d'être ici parce qu'en plus ça fait 3 ans que j'ai pas fait de conf. Ma dernière c'était Alpecraft en juin, c'était 2019. Hein. Voilà, donc c'est cool d'être ici et qu'on soit ensemble. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose qu'on n'évoque pas forcément dans nos projets et dans les conférences. On en parle pas mal, vous avez vu, de PratiqueCraft, de TDD, de DevOps, de tas de trucs, d'agilité. Mais finalement on ne parle pas beaucoup de cette histoire de charge mentale qui pourtant est avec nous au quotidien. Et c'est un truc qui vous impacte au quotidien. Bon là vous avez vu, vous allez comprendre que ma charge cognitive là, elle en a pris un coup. Voilà, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est que cette bête là, la charge mentale. Alors on va regarder les différentes composantes de cette charge mentale. Donc il y en a une première qui est assez positive. Ça va être votre capacité à fournir un effort mental. Donc quand vous êtes en train de travailler, ok, vous êtes en train, je sais pas moi, de lire du code, vous êtes en train de produire un certain effort, voilà, et ça vous demande de l'énergie. Alors ça, c'est un truc plutôt positif parce que c'est comme ça que vous arrivez à fonctionner, à faire avancer ce que vous faites. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a 2 autres composantes dans ce qu'on appelle la charge mentale. Il va y avoir tout ce qui est stress psychologique, ok. Donc l'écran qui ne marche pas, ça stresse un peu. Et là-dessus, il y a la pression temporelle qui vient se mettre en plus. Donc l'écran qui ne marche pas, plus il est 14h13 et on démarre dans 2 minutes. En termes de charge mentale, c'est pas terrible. Donc là, vous voyez, on a les 3 composantes ici. Alors si on veut dire un peu des gros mots, on va appeler ça l'effort mental, on va le relier à ce qu'on appelle la charge cognitive. Okay, et ce qui est au-dessus, on va le relier à ce qu'on appelle la charge psychique et aussi la charge émotionnelle. Alors j'en parlerai pas trop de la charge émotionnelle, mais on va plutôt parler de la charge psychique. Voilà. Donc on va expliquer un peu plus ce que c'est que ces trucs-là, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que quand le stress psychologique et la pression temporelle deviennent plus importants, ça vient appuyer sur vos capacités à produire un effort mental. Ok ? Donc ça, on va le voir. Donc on voit bien que les 2 sphères du haut, là, c'est pas terrible pour nous, et au quotidien, en fonction de ce qui se passe, ça va venir réduire nos capacités à faire notre boulot, en fait. Ok ? Alors, quand on parle de... Donc, au début, on va plutôt parler de charge cognitive dans la présentation, puis après on parlera de charge psychique. Donc en termes de charge cognitive, le papa, c'est quelqu'un qui s'appelle John Sweller, et dans les années 80, donc il vit à Sydney, tout ça, il est prof émérite, et dans les années 80, il s'est intéressé à tout ce qui est apprentissage. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en situation d'apprentissage au niveau de mon cerveau? Qu'est-ce qui fait que l'apprentissage est plus ou moins facile? C'est ça qui l'intéresse. Alors on ne va pas regarder les travaux de John Sweller directement, on va plutôt s'intéresser à une autre personne qui est vraiment super, c'est Feline Hermans. Alors elle a fait plein de conférences dernièrement, donc elle a vraiment des travaux intéressants. Donc elle a fait une thèse sur tout ce qui était feuille de calcul, Excel, ok. Qu'est-ce qui se passe quand vous bossez dans Excel, etc. Comment on peut faire pour améliorer les choses. Et après sa thèse, elle s'est consacrée à tout ce qui est apprentissage et enseignement de la programmation. Et donc Feline va nous accompagner tout le début de la présentation, parce que je me suis pas mal inspiré, ce que j'avais envie de vous amener, c'est pas mal de choses qui sont dans le bouquin qu'elle a écrit, où elle a étudié qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, en gros, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes en train de travailler sur du code, de lire, d'écrire, etc. Voilà. Donc on va se poser la question de, voilà, quand vous êtes en train de lire un bout de code, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se met en œuvre et qu'est-ce qui va vous gêner. Donc on va imaginer un code source qui n'est pas familier pour vous. Donc ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous l'avez écrit il y a 6 mois ce bout de code, ou c'est la première fois que vous le rencontrez. Ok, et ça peut être perturbant. Quand vous tombez sur ce code, vous êtes en train de le lire, c'est perturbant. Mais ça va être perturbant pour différentes façons, pas forcément de la même façon chez différentes personnes. Alors on va prendre des exemples. Donc pour vous, ça fait quoi ce truc-là? Ok. Donc ce truc, c'est un bout de code du langage APL. Donc Christophe Thibault connaît, il m'a énervé. Donc c'est un vieux truc. Alors j'aime bien l'acronyme Programming Language. Voilà, c'est de 1957. Et ce truc-là,
Donc ça fait la même chose que ça. Ok, alors là, vous sentez mieux déjà, hein. Ça va un peu mieux. Hein. Alors vous vous rendez compte que pourquoi est-ce que vous vous sentez un peu mieux là? Ok, on va y revenir. Par contre, il y a un truc qui me pique un peu, c'est cette fonction là, toBinaryString. Ok, le reste ça va, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette fonction là. C'est pas super clair pour moi. Et le même code, et on va voir un autre code qui fait la même chose, c'est ce truc là. Donc ce truc là, c'est du basique, ok. Et là, ben, ça pique un peu. Pas pour les mêmes raisons, mais ça pique un peu. Okay. Donc ce qu'on va voir, c'est que notre premier bout de code en langage APL, ce qui nous a gêné, c'est qu'on avait un manque de connaissances. Je ne le connais pas, ce langage-là, donc j'y comprends rien. En Java, c'était un manque d'informations. Okay. La fonction toBinaryString, j'aurais besoin de savoir un peu mieux ce qu'elle fait. Et le troisième cas, il y a plein de variables, il y a plein de calculs, ça ne va pas rentrer dans ma tête. Si je veux comprendre ce qui se passe, il faut que je prenne une feuille, que je prenne un débugger, voilà, faut que je sois aidé, quoi. Donc là, j'ai un problème pour faire rentrer cette tâche dans ma tête. Donc si on regarde un peu, pour commencer à dire ce qui se passe, on va voir qu'on est impacté sur différents types de mémoire. Donc un manque de connaissances, ça va être votre mémoire à long terme. Des choses que je sais depuis longtemps, que j'ai appris, j'ai vu plusieurs fois et je l'ai bien ancré. Manque d'information, c'est la mémoire à court terme. Donc on va donner des exemples. Et manque de capacité de calcul, c'est ma mémoire de travail. Donc pour expliciter un peu ça, on va prendre des exemples. Donc là, je suis au téléphone, donc mémoire à court terme, je suis au téléphone avec Mathieu et il me dit tiens, ben voilà, tu veux appeler Rémi, c'est ça son numéro, donc 06 73. Puis moi, je suis en train d'essayer de retenir dans ma mémoire ce que c'est que le numéro de Rémi. Et donc je dis à Mathieu, écoute, je raccroche tout de suite parce que là, je vais l'oublier son numéro. Et donc je l'appelle tout de suite derrière. Si j'attends un peu, le numéro, il va partir. Okay. Ça, c'est la mémoire à court terme. Mémoire de travail, c'est un peu pareil. J'ai différentes informations et je suis en train de faire une opération dessus. Okay. Et puis mémoire à long terme, on l'a dit, bah, en Java, ce machin-là, integer.maxValue, je l'ai vu plein de fois. Ok, c'est bon, je sais ce que c'est. Je n'ai pas besoin d'informations sur ce truc-là. Ça va me parler tout de suite. Voilà. Donc ce qui se passe en fait quand vous êtes en train de lire votre bout de code là, c'est qu'il y a plein d'informations que vous allez filtrer. Okay, il y a plein de choses qui sont présentées à l'écran, mais vous vous concentrez sur une chose, donc il y a plein d'informations qui sont filtrées. Il y a des choses qui vont venir dans votre mémoire à court terme, le nom de la variable, la valeur, etc. Vous le mettez dans votre mémoire à court terme. Tout ce qui est syntaxe du langage, tout ça, ça vient de votre mémoire à long terme. Vous l'avez disponible direct. Et vous allez mettre ça dans la mémoire de travail, et c'est la mémoire de travail où le travail de compréhension va s'effectuer. D'accord ? Alors, on va prendre un petit exemple pour bien comprendre ce que c'est que la charge cognitive et comment on peut la moduler. Donc, je vais vous présenter un petit problème. Voilà. Normalement, ça doit être OK pour vous. Hein. OK ? Donc là, alors, vous rigolez, vous vous souvenez du langage APL, tout à l'heure ça faisait un peu la gueule. Hein. Là c'est facile. Okay, c'est facile parce que le problème il est posé de la façon la plus simple possible. Il y a des choses qui sont explicites. Mon triangle il est rectangle, j'ai le petit carré là. J'ai mis les valeurs des côtés directement et clairement je me demande ce que c'est que la valeur de l'hypoténuse. Donc en mémoire à court terme j'ai OK, triangle rectangle, c'est explicite. J'ai 8, j'ai 6. J'ai une valeur à chercher, donc ça, mémoire à court terme. Mémoire à long terme, théorème de Pythagore, racine de 8 au carré plus 6 au carré, ça fait 10. OK. Donc là, ce qu'on a présenté, alors pour dire un peu des gros mots, ce qu'on appelle la charge intrinsèque, c'est-à-dire la complexité du problème en lui-même. On va dire que là, c'est la façon la plus simple de présenter le problème. En logiciel, certains parlent de complexité essentielle. Maintenant, on va le présenter d'une autre façon, notre problème. Donc là, déjà, il y a un truc qui n'est pas explicite. Okay, j'ai perdu mon petit carré en bas à gauche. Donc là, ça va me perturber un peu. Je me doute que ce machin, c'est un triangle rectangle, mais ce n'est pas super explicite. Voilà, je vais perdre un peu de temps pour comprendre. Ensuite, j'ai mis des lettres de partout. J'ai mis du blabla et j'ai mis des relations. Donc A, B, C... A égale 8, B égale 6, il faut que je trouve C. Ok, après, une fois que j'ai mis tout ça en mémoire de travail, il faut que j'aille chercher le théorème de Pythagore, etc. J'ai rendu le problème plus difficile à résoudre. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la charge extrinsèque.
c'est tout ce qui va tout ce qui va arriver quand vous présentez le problème d'une façon un peu plus compliquée que ce que ça aurait pu être. En général, en logiciel, on va parler de complexité accidentelle. OK ? Donc une autre notion que je voulais vous amener, c'est qu'est-ce qui se passe quand on apprend ? Quand on apprend, ce qui se passe, c'est qu'on a notre mémoire de travail qui est en train de manipuler des informations. OK ? Et quand on les voit plusieurs fois, ces mêmes informations, qu'on y revient, on va finir par les ancrer. Okay ? Donc les ancrer, ça veut dire qu'on va acquérir de la connaissance et qu'on va mettre en place des automatismes et des réflexes. On va voir qu'il y a des choses qui peuvent empêcher cet ancrage et cet apprentissage. On va avoir des ennuis. Alors déjà, les ennuis, c'est que notre mémoire à court terme, mémoire de travail, donc ça a été bien étudié, c'est une capacité limitée. Donc certains parlent de 6 à 9 informations que vous pouvez avoir en mémoire de travail, mémoire court terme. Donc capacité limitée, vous imaginez votre bout de code là qui fait 100 lignes, voilà, une fonction qui prend tout l'écran, il y a plein de variables, plein de calculs. Ok, vous êtes déjà paumé là, ça ne va pas rentrer dans votre mémoire de travail. Première limite. Deuxième limite, votre mémoire à long terme. Si je veux aller bosser chez Doctolib et que moi ma mémoire à long terme c'est ça, j'ai pas Rails. Alors, ce n'est pas forcément très grave, il va falloir que j'apprenne à faire du Rails. Mais cet apprentissage, voilà, ça va prendre du temps, etc. Ensuite, et c'est ça le pire, je pense, c'est que quand vous êtes en surcharge de votre mémoire de travail, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler sur du code, quand il y a trop d'informations à manipuler en même temps, trop d'opérations, vous êtes en surcharge de votre mémoire de travail. Ce qui a clairement été démontré aussi, c'est que quand vous êtes en surcharge, vous ne pouvez pas apprendre. Vous ne pouvez pas ancrer ces réflexes et ces automatismes. Imaginez si sur votre projet, vous êtes un peu tout le temps en surcharge, vous êtes dans c'est un cercle vicieux. Vous ne pouvez pas apprendre, donc la prochaine fois, faut redécouvrir les choses, ce n'est pas en mémoire à long terme, et donc vous allez être en surcharge permanente. Donc ça, c'est pas bon. On ne veut pas être là, quoi. On va se demander un peu ce que l'on va pouvoir faire. Donc de manière un peu bête et méchante, on se dit, vu que notre mémoire de travail a une capacité limitée, on va essayer de faire la chasse à ce qu'on a appelé la complexité accidentelle. C'est-à-dire toutes ces informations qui sont en plus, quand je suis en train de lire mon bout de code, et qui viennent, qui rentrent pas dans ma mémoire en fait. Donc la façon de faire, vous vous souvenez du triangle, ça va être de travailler la présentation du problème, la façon de présenter l'information pour que ce soit plus simple, pour présenter le problème de manière plus simple pour que ça rentre. D'accord ? Donc vous me voyez venir, on va peut-être parler un peu de refactoring et de renommage. Ma mémoire à long terme. Ok, si dans mon projet il y a du Java, du JavaScript, puis moi je sais faire un peu de Docker, si on s'amuse à rajouter du Python, du Node.js et du Go, je ne sais quoi, ok, vous êtes en train de vous mettre dans la difficulté tout seul. Ok ? En termes de domaine métier, c'est pareil. Si vous demandez à une équipe de bosser sur plusieurs produits en même temps, va falloir que ça risque d'avoir du mal à rentrer dans leur mémoire à long terme. Autre souci, c'est, mettons que votre problème est très bien présenté de la manière la plus simple possible. Si le problème il est trop gros, il va falloir le redécouper. Okay ? Il va falloir travailler peut-être pour redécouper la tâche si d'entrée elle est trop complexe. Voilà. Donc là, on a pas mal parlé de tout ce qui touche à la charge cognitive, aux différents types de mémoire et de ce qui peut nous embêter. Et maintenant, on va parler de la charge psychique. Alors on voit notre ami là, il a fait beaucoup de rétro, tout ça. Alors il a plein de trucs, c'est marqué prends soin de toi, fais une pause, tout ça, mais manifestement ça n'a pas suffi, quoi. Donc le problème de la charge psychique, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre l'entreprise et votre vie personnelle. Votre charge psychique, elle est tout le temps là en fait. Il n'y a pas de frontière. Donc pour essayer de la représenter un peu, je vous ai fait un espèce de soleil, donc c'est le truc un peu positif, et c'est là que sont vos capacités de mémoire, de concentration, d'attention et de réflexion. Ok, c'est le truc positif. Le souci, c'est ça. C'est que, il y a plein de nuages qui vont venir se mettre devant votre soleil.
et qui vont venir atténuer vos capacités cognitives. D'accord ? Donc le petit Covid qui est en haut à gauche, là, il y a 2-3 ans, c'était un gros nuage devant le soleil. Hein. Okay, vous allez avoir évidemment tous vos problèmes personnels qui viennent. Okay, si vous êtes malade, alors je ne parle pas d'un rhume, hein, si vous avez une maladie chronique qui vous impacte dans votre quotidien, si vous avez un proche qui est malade, ça va avoir un impact fort sur votre charge psychique. Donc ça, c'est pour le côté personnel. Dans le cadre de l'entreprise, si vous avez un management qui est super présent, très hiérarchique, vous allez être en manque d'autonomie. Si on vous demande de faire plein de choses en parallèle, ça aussi, ça va peser. Et enfin, on va revenir sur... on verra qu'on va pas mal parler d'anxiété, parce que nos pratiques de dev peuvent amener des situations plus anxieuses. Alors ça, ce soleil et ces nuages, ça varie au cours de la journée. Okay, et puis ça varie dans l'équipe. Il y a plein de gens pour qui il fait grand beau, puis d'autres, dans la même situation, c'est gros nuages, quoi. Donc ça varie vachement chez une même personne d'un jour à l'autre, mais aussi chez différentes personnes. Alors ça a été bien étudié il y a déjà longtemps par les messieurs Yerkes et Dodson. Okay, et ils se sont amusés à regarder le niveau de performance en fonction de la difficulté de la tâche et du niveau de stress. Donc ce qu'ils ont montré, c'est que si vous êtes super stressé, une tâche simple, vous arrivez quand même à la faire. Alors, petite parenthèse, on a aussi démontré sur des chaînes de production que si on demande aux ouvriers de faire plein de tâches en parallèle, parce qu'on s'est dit, bon, une tâche, ils y arrivent bien, même si on les stresse, on va rajouter des tâches, non, ça ne marche pas. Hein. Au bout de 2-3 tâches, ils n'y arrivent plus non plus. Donc attention. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour une tâche difficile, donc la charge cognitive élevée, là, dès que le niveau de stress atteint un certain seuil, vous avez toutes vos capacités qui diminuent. Capacité de mémoire, on l'a vu, capacité d'attention, etc. Ok ? Donc, on en arrive à ça. Et c'est ça que j'aimerais... si dans la présentation, pour vous, il fallait partir avec un truc, c'est ça. C'est-à-dire que si je suis complètement à gauche, c'est-à-dire si mon boulot, en fait, c'est pas du tout en accord avec mes principes et mes valeurs, si je ne sais pas pourquoi je suis là, je vais être complètement à gauche, c'est-à-dire, on appelle ça le bore-out. Okay, après, il y a la zone où c'est OK, c'est-à-dire, je suis motivé, ça a du sens, c'est cool, dans l'équipe, ça se passe bien. Là, je vais être motivé, concentré, attentionné. Et puis, il y a un moment où on bascule. Okay, on bascule, et là, on arrive sur des sentiments qui sont beaucoup plus négatifs. Donc, ça peut être de la fatigue, hein, si vous êtes malade, tout ça, voilà. Et puis, ça va être tout ce qui est anxiété, panique, ressentiment. Et ça va être le truc que vous ramenez tous les jours, que vous ressassez. Okay, et ça, c'est le début. Ça commence à être un peu des symptômes de dépression, quand vous basculez à droite. Là. Et puis, si vous y allez encore plus, vous allez finir complètement à droite. Donc là, on est dans l'épuisement professionnel. Donc clairement, on n'a pas envie d'y aller à droite de la courbe. Et il va falloir essayer de ne pas y aller. Alors des fois, vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous perdez quelqu'un, si vous perdez un proche, vous allez y aller direct à droite. Okay, si vous y allez, l'idée, c'est de savoir que, on se pose, on ralentit, on s'arrête, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour retourner tranquillement, se faire aider ou je ne sais quoi, retourner tranquillement dans la zone où c'est OK pour moi. Voilà. Donc l'idée, par exemple, alors je vous donne mon cas, c'est quand dans mon boulot, je me fais plus trop plaisir, c'est qu'il y a un truc qui cloche pour moi, quoi. C'est pas bien, quoi. Si moi, je sais que si j'ai plus de plaisir quand je vais bosser, c'est que je suis en train de passer de l'autre côté, quoi. Donc il faut faire gaffe, et puis on ralentit et on fait en sorte que ça se passe mieux. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Si vous êtes malade, vous ne pouvez rien y faire. Hein. Par contre, il y a des choses peut-être sur lesquelles on peut agir. Donc, dans le cadre de l'entreprise, on peut essayer de travailler la motivation. Donc ça, c'est vrai pour les gens qui vous mettent votre cadre de travail. Okay, je parlais de Daniel Pink. Daniel Pink, c'est un journaliste. Il a écrit un bouquin il y a déjà longtemps qui s'appelle Drive. Alors, ça fait un peu bouquin, grand succès, tout ça, mais le bouquin est vraiment bien parce qu'il a recensé plein d'études de sociologues plein d'études scientifiques faites par des sociologues qui portent sur la motivation. Ce que ce truc-là montre clairement,
c'est que pour les métiers dits intellectuels, une fois que vous avez réglé le problème du salaire, que votre salaire il est OK pour vous, il n'y a pas de grosse différence, ça va, il y a 3 piliers. Il y a 3 piliers pour la motivation. Déjà, il y a est-ce que vous apprenez? OK, alors vous vous souvenez, si vous êtes en surcharge, vous apprenez plus. Hein. Donc si vous surchargez les gens, clairement, vous allez être dans la démotivation. Est-ce que vous avez de l'autonomie? C'est-à-dire, est-ce qu'on va parler d'environnement capacitant? Donc ça, c'est un gros mot pour dire que les gens, ils sont en capacité d'organiser leur travail, etc. C'est eux un peu qui décident. Et puis, est-ce que ça a du sens? Voilà, est-ce que je crois dans le truc que je suis en train de faire? Si vous avez ces 3 choses-là, vous allez avoir des gens qui seront motivés. Et là-dessus, on peut agir dans l'entreprise. Alors ensuite, j'avais envie de parler de tension dans l'équipe et j'ai trouvé le parfait contre-exemple, n'est-ce pas? Alors pourquoi c'est le parfait contre-exemple, à votre avis? Alors j'aurais pu mettre des bonobos, mais je me suis dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc je vous mets les Gaulois là, pourquoi c'est le parfait contre-exemple? Déjà ils se connaissent tous super bien. Ok, ils s'apprécient, tous. Alors ils ont un peu des problèmes de tension aussi, mais voilà. Et le troisième point, c'est que, ok, c'est le parfait contre-exemple, parce que là ils sont en train de gérer leur tension dans l'équipe, mais il ne faudrait pas qu'on en arrive là quand même. Ok, c'est pas cool. Donc, les tensions dans l'équipe, c'est juste normal. Il faut juste le dire, c'est normal. Okay, vous démarrez un projet, on prend des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui se connaissent peu. On se dit, on les met dans la même pièce, et puis on leur donne un problème quand même pas simple à résoudre au quotidien. Et on se dit comme ça, ça va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer parce qu'on ne se connaît pas, donc naturellement, on va être un peu sur la défensive, et c'est juste normal, hein, voilà. Et puis on ne fonctionne pas tous de la même façon au niveau psychologique. Pas tous les mêmes profils psychologiques, et voilà, il va falloir essayer de prendre soin de ça. Donc alors c'est pas le sujet de ma présentation, mais on peut donner des pistes. Alors il y a un truc que vous pouvez creuser, c'est la communication non violente. Donc quand même, s'il y a une tension, vous ressentez une tension et que vous n'arrivez pas à la dire, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir avec, okay, puis vous vous souvenez, vous allez ressasser. Donc vous mettez en route le truc qui va faire que vous ressassez. Et ce qu'on a démontré aussi, c'est que si vous ressassez trop longtemps, plusieurs semaines, le truc va s'ancrer aussi dans votre mémoire à long terme, et ça va avoir un effet durable. Donc il faut arriver à dire les choses. Sauf que si vous les dites pas correctement, vous allez aussi heurter les autres personnes. Donc il faut faire gaffe. Dire les choses, ça veut aussi dire quand même qu'on est écouté, qu'on est entendu. Donc voilà, c'est aussi apprendre à écouter les autres et comprendre que ok, là ça va pas, faut que tous on essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Ensuite, il y a un autre truc, c'est process communication. Donc là, c'est plus sur le fait qu'on a tous des profils psychologiques différents. Donc ça, c'est intéressant, ça vient de la NASA. Pourquoi? C'est les psychologues qui bossaient pour la NASA. Quand vous mettez des gens qui se connaissent un peu, mais pas forcément plus que ça, dans une capsule, que vous les envoyez dans un univers quand même super stressant, il faudrait peut-être être sûr qu'ils ne vont pas s'entretuer quand ils sont dans l'espace, quoi. Okay, donc, process communication, c'est ça s'intéresse à ce problème-là. Alors, observez dans votre équipe, est-ce que les gens se font couper la parole quand il y a une discussion dans l'équipe? Est-ce que les femmes se font plus couper la parole que les autres quand il y a une discussion dans l'équipe? Est-ce que quand quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord, en fait, ça se passe bien? C'est-à-dire que les autres disent « Ok, t'es pas d'accord », ils essaient de comprendre pourquoi et de construire une solution ensemble. Essayez d'observer ça dans votre quotidien, voilà ce qui va se passer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que de pouvoir faire ça, de ne pas être interrompu, d'avoir des conversations relativement apaisées et d'être écouté quand on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Google a fait des études dans ses équipes là-dessus. Ils ont clairement montré que c'était un facteur clé de la performance de ces équipes. Okay, donc si on veut être performant, il faut qu'il y ait un cadre où les gens un cadre de sécurité. Donc voilà pour les tensions dans l'équipe, qui sont quelque chose qui peuvent vraiment peser au niveau charge psychique. Ensuite, on va parler des interruptions.
Alors les interruptions, j'avais envie de vous montrer autre chose que ce qu'on dit souvent, parce que souvent on vous dit ok, t'es interrompu, mais en fait c'est bon, quand tu vas reprendre, au bout d'un quart d'heure, c'est bon, tu t'es remis sur ta tâche. Et moi ce qui me gênait, c'était que perso, je le ressentais pas vraiment comme ça, c'est que en fait ça me saoulait vraiment quand je suis interrompu en permanence, donc j'avais envie de creuser. Donc en fait ce qu'on va voir, c'est que quand on vous demande de faire plein de choses en parallèle, et que donc vous allez souvent vous interrompre pour passer d'une chose à l'autre, ou que quand il y a des interruptions qui arrivent, eh ben, ça va clairement être contre-performant, globalement, et ça va augmenter votre niveau d'anxiété. Donc ça, il y a quelqu'un, le professeur Bailey, il a consacré quasiment toute sa carrière à l'étude de ce phénomène sur les interruptions, et ce qu'il a montré, donc il a fait pas mal d'expérimentations, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on vous interrompt? Alors déjà, ce qui se passe, c'est que la tâche, elle va être plus longue. Alors sans compter la durée d'interruption, hein. Ça va être plus long. Ok ? Et les gens vont dire clairement, vont le vivre de manière plus difficile et ça va être plus pénible pour eux. Ce qu'il a démontré, c'est que ça double, alors là j'ai mis augmente, ça double le ressenti en termes d'anxiété chez les gens. Et en plus, il a mesuré, il y a 2 fois plus d'erreurs au bout du compte. Donc voilà, c'est pas juste un quart d'heure, c'est qu'il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc être interrompu, ça peut être normal, hein. Si j'ai un copain qui est dans la galère, faut aussi que j'aille l'aider. Mais vous pouvez essayer de jouer là-dessus. Donc jouer là-dessus, ça peut être, ok, je sais pas, par exemple en binôme où je suis tout seul, je me mets 1 heure où c'est focus, il n'y a même pas Slack, il n'y a rien, c'est 1 heure. Et après, au bout d'1 heure, ok, c'est le moment de faire ma pause. Et puis là, je vais regarder si c'est moi qui vais chercher l'interruption, on va dire. C'est pas dans le même sens. Et ça, éventuellement, ça peut vous aider. Alors, par rapport à tous ces problèmes d'organisation de l'équipe, on pourrait parler de Scrum, de Kanban, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est pas mon sujet. Moi, il y a un bouquin qui m'a appris plein de choses là-dessus, c'est le bouquin de Ken Beck. Voilà. S'il y a un truc à retenir, ce serait peut-être de vous intéresser à ça. Ce que j'aime beaucoup dans son bouquin, c'est qu'il parle à la fois des techniques craft, dont on parle aujourd'hui, et aussi de l'organisation de l'équipe. Et les deux, il présente les deux en même temps, quoi. Ok, c'est pas juste TDD d'un côté et Kanban de l'autre, non. On regarde les deux en même temps et ça a du sens. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, donc, souvent dans les présentations qu'on peut faire, donc les présentations que j'ai vues ce matin, c'est quand on vous parle de TDD, de pratique de test, etc. Et on vous dit que c'est bénéfique pour plein de choses. Moi, j'avais envie de vous dire que c'est bénéfique en priorité pour diminuer votre charge cognitive. Les pratiques craft, pour moi, ça sert à ça aujourd'hui. Et comment ça va, sur quel mécanisme ça joue? C'est que souvent, ça va vous aider à limiter le nombre d'informations que vous êtes en train de traiter en même temps. Et en fait, le credo, ça va être ça, c'est que quand je suis dans le craft, je fais qu'une seule chose à la fois. Du moins, les pratiques vont vous aider à faire qu'un seul truc à la fois. Donc TDD, je vais y revenir. On va les prendre dans l'ordre. Donc, make the change easy and make the easy change. Donc ça, c'est la petite phrase de Ken Beck. En gros, j'ai un changement à faire dans du code, il faut que je modifie le code existant pour faire le truc, quoi. Donc en gros, si j'y vais tel quel, je vais faire 2 trucs en même temps. L'idée là, c'est que je découpe en 2. Je prépare le code pour le changement. Donc je vais d'abord préparer le code actuel pour accueillir le changement. Donc je me concentre sur une chose. Et après, je vais faire le changement. Okay, donc la tâche, je l'ai découpée en 2. Alors baby steps. En fait, c'est le truc, intuitivement, on se dit, ouais, les petits pas, c'est bon, je sais faire, pas de problème, découper mes stories, découper en petites stories ou faire des petits pas quand on développe, c'est facile. Je ne sais pas si ceux qui étaient à la présentation de Xavier ce matin, c'est tout le contraire. C'est pas facile, et pour apprendre à le faire dans le logiciel, à faire des petits pas, il y a plein d'exercices, etc. Et on voit clairement que c'est pas si simple que ça, d'apprendre à le faire. Éléphant de Carpaccio, Thomas Pierrin en a parlé un peu ce matin, c'est l'idée donc c'est un kata imaginé par Alistair Cockburn, qui vous invite à découper en toutes petites stories. Et le truc cool dans son truc, c'est que vous faites une petite story et après vous la montrez à votre PO. Et en fait, à chaque fois, vous vous rendez compte que votre PO, il vous redirige. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend vraiment compte qu'on va vraiment mieux coller au marché et aux besoins utilisateurs quand on va faire des petites stories comme ça.
Ensuite, principe de responsabilité unique. Bon, bah ça, c'est les principes solides en termes de design. Donc là, c'est pareil, j'ai une classe, j'ai une fonction, ça fait un truc à la fois, une responsabilité, et ça n'en fait pas plusieurs. Archi-hexagonal, c'est pareil, une chose à la fois. En gros, j'ai une zone où j'ai mon code métier et j'ai une zone où j'ai mon code d'infrastructure. Donc le code métier, ben, je ne parle pas de problèmes techniques, hein, la base de données, je m'en fous, les headers HTTP, je m'en moque, etc. Je me concentre vraiment sur le problème fonctionnel. Et après, je vais avoir toute la zone de code d'infrastructure, où là, bah, c'est là le métier, je m'en moque. Par contre, c'est là que je vais faire mon code de client HTTP, de base de données, de persistance, etc. Donc là, j'ai découpé en deux, et je me concentre sur une chose à la fois. Alors, par rapport à TDD, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que TDD. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça vous aide à faire une chose à la fois. Donc, dans TDD, vous avez 3 étapes. OK ? Première étape, je me mets dans l'espace du problème métier et je réfléchis en termes métier à la spécification de mon système. Et en gros, j'écris un test. OK ? Là, je me fous complètement de l'implémentation et de la solution technique que je vais apporter au problème métier. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai réfléchi au problème métier. Deuxième étape, ok, le problème métier, j'ai écrit mon test, il est rouge, je suis content, je le mets de côté, et j'essaie d'apporter la solution technique la plus rapide possible. Donc j'ai mis de côté le problème métier, et je suis dans la solution technique la plus rapide possible. Donc même si mon code il est tout pourri, je m'en fous. Okay ? Donc ça, c'est la deuxième étape. À la fin de la deuxième étape, je suis au vert. Donc là, déjà, ça va mieux. Et maintenant, je vais me concentrer sur quoi ? Je vais me concentrer sur le bout de code que j'ai écrit. Là, je vais l'améliorer. Je vais travailler le nommage. Je vais travailler la lisibilité et la maintenabilité pour ceux qui reviendront derrière. Voilà. Donc là, j'ai fait une chose à la fois. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous ai dit, on va travailler la présentation de l'information pour que ça rentre mieux dans votre mémoire de travail. Le refactoring, c'est à ça que ça sert pour moi. Ok ? Ça va vous aider à réduire votre charge cognitive. Donc on va parler de renommage. Donc en gros, c'est vraiment l'idée de rendre explicite l'implicite. Vous vous souvenez de mon triangle rectangle où j'avais perdu le petit carré en bas à gauche ? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand je travaille le nommage, si j'utilise les termes métiers utilisés par mon PO, par les concepteurs, par les experts métiers, si je réutilise les mêmes termes dans mon code, c'est sûr que ça va être plus facile. C'est déjà dans ma mémoire à long terme. Je sais ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de réinventer un nouveau langage, quoi. La duplication, ok, je fais un truc à un endroit. Donc là aussi, c'est une chose à la fois. Et après, quand on a un long bloc de code, maintenant vous avez compris, hein, il y a trop d'informations qui sont présentées à la fois. Donc il va falloir le redécouper. Donc si j'avais un pointeur à vous donner, voilà, alors ça c'est un vieux bouquin aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse dans le bouquin de Martin Fowler, c'est qu'il a décrit ce qu'on appelle des code smells. Donc en gros, le code smell, c'est quoi ? C'est vous arrivez sur un bout de code, ça sent pas bon, quoi. Donc il en a décrit plein. Donc il y en a, voilà, il y en a plusieurs. Et celui qui va m'intéresser en premier, c'en est un qui s'appelle les classes et les méthodes dites God, dites divines. Donc en gros, c'est des classes super longues, des méthodes super longues où on fait plein de choses à la fois. Et en gros, il a étudié le code d'Eclipse, les différentes versions d'Eclipse, et donc il avait le bug tracker d'Eclipse en même temps, et il a clairement montré que ces classes et ces méthodes qui sont très longues, c'est là que les bactéries attaquent, quoi. C'est là qu'on a statistiquement le plus d'apparitions de bugs. Pour revenir au nommage, on va s'intéresser aux travaux de ces deux chercheuses. Alors, elles m'ont bluffé parce qu'elles sont vraiment allées assez loin. Donc, elles se sont intéressées au nommage des méthodes et des variables. Ok ? Donc, ce qu'on appelle un anti-pattern linguistique, c'est quand une chose est mal nommée, c'est-à-dire une variable qui dit en faire plus que ce qu'elle ne fait vraiment ou qui en fait moins. Ok ? Donc, on va prendre un exemple. Donc, c'est Venera qui a étudié différents projets open source. Et et statistiquement, elle a montré qu'il y avait 64% des variables qui débutent par is,
donc is OK, is terminated, is finished, is valid, etc., et qui ne sont pas des booléens. Voilà. Je ne sais pas si ça l'a fait rire de voir ça. Et alors, elles sont allées plus loin. Donc, elles ont pris des développeuses et des développeurs, et elles en ont fait des cochons d'Inde, quoi. C'est-à-dire qu'elles leur ont présenté du code avec des codes SMEL, ok, et puis elles les ont équipés d'un truc qui suit l'œil, donc c'est eye tracking, donc on fait du suivi de l'œil. Et elles leur ont mis un espèce de casque sur la tête, là, et donc c'est de la spectroscopie proche infrarouge, vous m'excuserez. En gros, c'est un truc qui envoie un rayonnement, et par réflexion, c'est capable de mesurer le taux d'oxygénation de votre cerveau. Okay, et donc, ce qu'elles ont, donc on présente des codes SMEL aux gens, et on regarde ce qui se passe. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand il y a un code SMEL, donc qu'on a défini, déjà, on se rend compte que l'œil, là où ça devient rouge, c'est là où l'œil s'attarde le plus. Donc c'est intéressant. Donc elles ont clairement montré que là où l'œil s'attardait le plus, c'est là où on était en présence de code SMEL. Et de même, il y a un taux d'oxygénation, il y a un afflux d'oxygène qui se produit à ces moments-là aussi. Okay, donc quand on vous dit de faire du refactoring, de travailler le nommage, etc., c'est pas pour que votre code il soit beau ou quoi que ce soit, on s'en moque de ça. C'est surtout pour que vous soyez un peu moins en surcharge, et là vous le voyez bien physiquement que vous êtes en surcharge en présence d'un code qui n'est pas terrible. D'accord ? Alors, il y a une petite phrase que j'aime bien de Dan North. Donc Dan North, il avait utilisé cette phrase pour une présentation qu'il avait faite sur les microservices. Et moi, ça m'avait bien parlé, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne savais pas tous ces trucs de mémoire, machin, là. Par contre, ça m'avait parlé par rapport à mon expérience de me dire, est-est-ce que le logiciel, il tient dans ma tête ? C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin de la journée, je ne suis pas complètement cuit parce que j'ai passé ma journée à courir après des trucs et je ne savais pas comment faire. Alors, quand on est en équipe, est-ce que ça tient dans notre tête ? Alors, je n'ai pas parlé de pair programming, je n'ai pas parlé de mob programming. Mais maintenant, vous devez avoir compris que, vous vous souvenez du schéma avec les mémoires à long terme, mémoire à court terme, mémoire de travail, si vous êtes plus qu'un, si vous êtes 2, 3, etc., d'un seul coup, déjà, votre mémoire à long terme, elle se complète vachement, quoi. Parce que vous ne savez pas un truc, mais l'autre, il le sait. Donc déjà, pour la résolution de la tâche en cours, ça va aller plus vite. Et puis, votre mémoire de travail, ça va être pareil. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de telle information, mais l'autre s'en souvient. Donc ça va vous décharger, en fait. Donc le fait de travailler à plusieurs, c'est ça aussi, c'est que ça abaisse un peu votre charge mentale. Alors, quand on parle de performance dans une équipe, il faut qu'on parle d'Accelerate. Donc Accelerate, c'est un bouquin qui a été écrit par deux personnes qui sont allées étudier énormément de projets. Donc elles se sont intéressées à énormément de projets pour mesurer la performance de ces équipes et pour lier cette performance à des pratiques, et notamment des pratiques craft. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces métriques pour mesurer la performance. Okay, donc pour ceux qui font de la prod, etc., qui ont déjà eu des bugs en prod, ça doit vous parler. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment vous pouvez être performant si le logiciel ne tient pas dans votre tête. Okay, c'est un truc tout bête, hein. On vous dit il y a un bug en prod. Déjà, comment je fais pour diagnostiquer le bug en prod ? Est-ce que je sais les outils qu'il faut utiliser ? Est-ce que j'ai les crédences ? Les crédences, elles sont où, etc. Une fois que je suis dans Kibana, est-ce que je sais comment filtrer ? Une fois que j'ai identifié le truc, c'est quel bout de code, dans quel dépôt je charge mon code, etc. Je tombe sur un code très complexe, etc. J'ai du mal à le comprendre. Après, il est mal testé, donc je galère à... Enfin, ça peut vite être l'enfer. Okay ? Et donc, les métriques, elles le présentent bien. Alors ensuite, il y a ces deux personnes qui... Donc voilà, Team Topologies aussi, ça... C'est un bouquin dont je voulais vous parler parce qu'il il a bien marqué quand même la communauté, dans le sens où eux, alors au début du bouquin, ils parlent beaucoup de charge cognitive, etc. Et en fait, ce qu'ils essaient de travailler, c'est comment on fait pour décharger les équipes. Okay ? Donc l'exemple, c'est l'équipe en surcharge complète qui fait tout de A à Z. Donc imaginez, vous avez une équipe, il faut qu'elle achète ses machines,
faut qu'elle les installe. Okay. Après, il faut qu'elle fasse sa solution de log. Okay. Faire la solution de log, faut mettre en place la base de données, il faut faire tout l'outillage pour faire les backups de la base de données, il faut gérer ses noms DNS, il faut gérer ses certificats, et quand on a fait tout ça, il faut gérer les problèmes de perf de la base de données, et puis au bout du compte, on a des utilisateurs où on a besoin de leur apporter de la valeur. Donc on se rend compte là qu'apporter de la valeur à l'utilisateur, bah, ça arrive en dernier. Donc c'est pas terrible. Donc en fait, le modèle qu'ils ont proposé, alors là je vous en présente un bout, mais que je trouve intéressant dans Team Topologies, c'est qu'ils vous disent que bah, l'équipe qui apporte de la valeur à l'utilisateur, c'est ça qui fait gagner de l'argent dans votre entreprise, c'est ce qu'ils appellent Streamline Team en haut. Alors pourquoi Stream? C'est l'idée du flux. C'est en gros, on a une équipe et son job, c'est d'apporter de la valeur en permanence à l'utilisateur. C'est ça qui va nous faire gagner de l'argent. Et cette équipe, on va essayer de la décharger au maximum. Okay. Donc la décharger au maximum, c'est bah déjà on va avoir donc on a plein d'équipes en haut qui travaillent sur des produits différents et on va avoir une équipe plateforme qui va apporter une solution d'hébergement facile où vous pouvez provisionner très facilement vos machines, etc. Ça va gérer les problèmes de certificats pour vous, ça va gérer plein de choses. Ensuite, vous allez avoir ce qu'ils appellent des enabling teams. Ou par exemple, vous avez une équipe qui va vous proposer un S3 à ce service, une base de données à ce service, un log à ce service. Vous n'avez plus à le faire dans votre équipe. C'est fait par une autre équipe qui le propose à tout le monde et ça vous décharge. Okay. Et si vous avez un algo super complexe à mettre en œuvre dans votre produit, eh ben, vous sentez que vous n'avez pas forcément les compétences, ça va vous prendre vachement de temps. Donc éventuellement, il peut y avoir une équipe qui est dédiée temporairement à la résolution d'un problème difficile. Voilà. Et donc l'idée de Team Topologies, c'est ça, c'est déjà de se rendre compte qu'en termes de charge mentale, il y a des équipes qui sont complètement sous l'eau, parce qu'on leur demande de tout faire. Et donc on propose un modèle où on va décharger ces équipes avec d'autres équipes d'une typologie différente qui vont être transverses. Donc en gros, vous prenez une start-up. Pourquoi est-ce que les startups vont souvent dans des clouds publics? C'est facile, hein, parce que l'hébergement il est fait, ils ont une base à ce service, ils ont un log à ce service, ils ont tout à ce service, quoi, quasiment. Donc ils n'ont pas à s'embêter. Voilà, donc j'ai fini. Donc le truc voilà, si j'ai fait cette présentation, en fait, c'est parce que déjà, moi, ça m'intéressait d'apprendre des trucs là-dessus. Donc, en gros, l'idée, c'est quand vous avez envie d'apprendre vraiment sur un sujet, faites une présentation. Ça vous met un peu la pression, mais voilà. Et ensuite, c'est pour ça, quoi. Parce que personnellement, personne m'a appris à gérer ce truc-là. Donc on l'apprend petit à petit, au fil de sa vie personnelle et professionnelle. Et donc l'idée, c'est essayer de faire en sorte de vous mettre en place des signaux que vous savez détecter pour ne pas basculer à droite de la courbe. Là. Et puis essayer de repérer aussi un peu pour vos collègues quand est-ce que c'est en train de partir en vrille. Voilà. Et puis sinon, je voulais remercier les organisateurs d'Alpecraft, parce qu'ils font un boulot de dingue, et voilà. Et c'est bien sympa d'être ici avec vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez emmené sur plein de choses. Si on a le temps pour 2 minutes de questions ou des choses qui vous parlent, que vous avez envie d'échanger. Ouais, je peux prendre vos questions. Je suis là les 2 jours, donc c'est quand vous voulez, après, aujourd'hui ou demain. Alors, une question, c'est une remarque qui a ressorti des sources de motivation à la clé de la motivation Ouais. au travail. Et moi, je trouve que manque quand même un aspect dedans, c'est que sortir après par une mauvaise côté, mais c'est justement l'équipe. Ouais. En fait, il y a des fois où il va te manquer des aspects sens, il va te manquer des choses, mais tu peux être dans une équipe géniale et immédiatement il va se passer quelque chose. Et rien que ça, je trouve que ça peut être une force de motivation. Carrément, ouais. C'est vrai. Tu peux redire pour Ouais, ce que dit Arnaud, c'est que le fait d'être dans une équipe où ça se passe bien, et franchement, des fois, quand ça se passe bien dans une équipe, c'est rare, quoi. C'est pas tout le temps, mais quand ça se passe bien, c'est vraiment sympa, et ça peut être une grosse source de motivation aussi.
Voilà, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. Voilà. Parce que c'est une bonne question, c'est philosophiquement, pour vous, qu'est-ce que vous apporte votre boulot, quoi? Est-ce que votre but, c'est d'être dans une équipe super performante, de faire du trunk base, du déploiement continu, tout ça, ou est-ce que votre but, c'est que ça se passe bien dans l'équipe et que les gens se sentent bien? Je pense que, alors c'est pas forcément incompatible, mais des fois on peut se poser la question, quoi. C'est pas trop le sujet, mais sur la sécurité psychologique, est-ce que tu aurais quelques pointeurs sur justement comment est-ce qu'on crée cette atmosphère de sécurité psychologique qui permet de bien fonctionner en tant qu'équipe? Ouais, bah déjà, alors, j'ai pas mis le lien, il faudrait que je rajoute le lien vers l'étude de Google, parce que sur Internet, tu vas trouver Psychology Call Safety, Google, tu vas trouver direct, et je pense que ça se trouve assez facilement. Après, je pense que l'idée déjà, c'est de s'en rendre compte, parce que, voilà, déjà d'en prendre conscience, c'est déjà bien, et après, je pense que ça déclenche d'autres choses. Enfin, quand tu t'en rends compte et que tu te dis qu'en fait, c'est normal, bah, ça va t'amener à creuser d'autres sujets. J'ai parlé de deux trucs, communication non violente et process communication. Voilà. Je pense que ça peut être des pistes. Après, le problème, c'est que c'est un travail que tu risques de faire personnellement. Donc ça va être bien pour toi. Mais souvent, ce qu'on ne fait pas en entreprise, c'est de le faire collectivement. Donc l'idéal, c'est de former toute l'équipe. Tu vois ? Mais ça, c'est lié aussi à une problématique de management. Est-ce que le management est moteur pour faire ça, quoi ? Et juste, je trouve ça plus intéressant de faire ça que du team building. Que du team building. Voilà. On a parlé de charge psychologique, de charge cognitive. Ouais. Est-ce que la charge cognitive est un sous-ensemble de la charge psychique? Alors, dans la définition de la charge mentale, tu as 3 composantes, et notamment tu as la charge cognitive et la charge psychique. D'accord. Voilà. Et les deux font partie de la charge mentale. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas parlé de la charge émotionnelle, qui est un truc intéressant aussi, c'est quand tu peux pas t'exprimer comme tu voudrais. Donc, un truc tout bête, je crois que c'est 70% de l'emploi des femmes qui les met en situation difficile au niveau charge émotionnelle. Parce que, par exemple, une hôtesse d'accueil ou qui répond au téléphone, elle n'a pas le droit d'envoyer chier un client, en gros, quoi. Faut qu'elle suive les règles de présentation de l'entreprise. Et ça peut peser énormément aussi. Moi j'ai une petite question, c'est par rapport à ton diagramme. Quand on voit quelqu'un prendre soin des autres qui, par exemple, va dans la salle d'anxiété et vient vers la haute, Ouais. il faut prendre soin des gens. On avait vu une image du les gens avec des petits, prends soin de toi, tout ça, comme ça. En fait, comment on fait concrètement, quoi? Il y a quelqu'un en haut qui commence à être dans la salle de droite. Dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas lui dire prends soin de toi ou... Bah déjà, ce qui est difficile, c'est que plein de fois, tu le verras pas. Parce que les gens vont rendre le change, quoi. Donc, tu risques de pas t'en rendre compte. Après, c'est quand tu connais bien les gens, donc que tu sais quand est-ce qu'ils sont dans la zone verte. Ouais. Quand tu sais quand ils sont bien, tu arrives à détecter quand est-ce qu'ils y sont plus. Voilà. C'est là où le climat de sécurité peut aider à être plus vrai avec ses collègues. Ouais. Si on sent qu'on peut se confier comparé à... C'est ça. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans l'équipe s'il n'y a pas de gestion des tensions. C'est-à-dire que si l'équipe sait bien gérer ses tensions et écouter, eh ben, ça peut donner ce que tu dis. C'est-à-dire que si je suis pas bien, je vais oser le dire. Parce que j'ai confiance. Je propose d'arrêter pour une pause. Merci encore Christophe. Là,